Ce soir, on reçoit Marie-Thérèse Gassler. Merci beaucoup à toi pour faire la présentation lors de ce webinaire. Et donc, du coup, tu vas nous parler des différentes analyses qu'on peut faire pour suivre ces sols et ces cultures. Euh, on va attendre juste peut-être une minute pour être sûr qu'on est bien en ligne. Et puis on va pouvoir y aller. Ouais, allez. Moi, j'ai bien le signal, on nous reçoit bien. Marie-Thérèse, bah, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc effectivement, comme Pablo l'a dit, moi je vais vous présenter un peu les différentes analyses qu'on utilise pour optimiser nos systèmes de production. Donc pour me présenter rapidement, donc je travaille avec mon père, Alfred Gessler. Nous sommes principalement agriculteurs basés dans le nord de la France, dans l'Oise. C'est pas tout à fait le nord, mais selon comment on se situe, on va dire dans les Hauts-de-France. Donc on est agriculteur en semi-direct sous couvert végétal ou agriculture de conservation des sols ou agriculture régénératrice, selon quel terme on préfère utiliser, depuis bien une vingtaine d'années. Et depuis une bonne vingtaine d'années, mon père est conseiller pour ces techniques-là et nous sommes aussi formateurs. Donc, on fait des formations pour les agriculteurs ou producteurs qui souhaitent changer leur système et dans ce cadre-là, on propose aussi différentes analyses que je vais vous présenter. Le but n'étant pas ici de vous vendre nos analyses, mais surtout de comprendre pourquoi il est important de faire des analyses. Après, les laboratoires que vous choisissez ou les partenaires avec lesquels vous voulez faire ces analyses, c'est libre à vous, mais c'est important de comprendre les différentes analyses qui existent, pourquoi ces analyses-là, et quel intérêt il y a pour l'agriculteur de les faire. Donc concrètement, ce que je vais vous montrer, pourquoi faire des analyses, pouvoir savoir pour pouvoir bien décider ensuite quelles interventions on veut faire, comment on peut améliorer notre système l'optimiser. Donc, je vais vous parler des analyses chimiques de sol qu'on connaît tous plutôt bien. Nous, on les utilise dans une idée de gestion à long terme. Ensuite, il y a des analyses de sève, donc analyses de plantes, qui sont plus de la gestion à court terme et à long terme. Et bien entendu, l'analyse biologique qui va permettre en fait de relier la plante au sol et le sol à la plante pour entrer dans un cercle vertueux. Donc tout d'abord, pourquoi faire des analyses? L'important, c'est de se dire que le sol est le premier milieu dans lequel la plante va pouvoir se développer. Avant d'atteindre l'air et de pouvoir profiter du soleil, elle va se développer dans le sol, elle va rester dans le sol grâce aux racines constamment. Donc il faut essayer d'avoir un sol qui est fertile. Nous, quand on parle de sol fertile, on parle d'un sol qui va être capable de fournir à la plante les éléments nutritifs sous une forme qu'elle peut utiliser au moment où elle va en avoir besoin et dans la quantité où elle va en avoir besoin. Donc, on va essayer d'avoir un sol qui peut nourrir une plante pour qu'elle soit saine. Ce qui est important, c'est que les éléments nutritifs, ils sont dans le sol. Il faut qu'il y ait la biologie qui rende ces éléments nutritifs disponibles pour la plante. Et si les éléments sont libres dans le sol, il faut que la biologie puisse en fait les relier au sol pour pas qu'ils soient perdus, pour pas qu'ils soient lessivés. Donc concrètement, le sol, c'est un milieu qui est assez complexe avec différentes propriétés. Il y a des propriétés physiques qu'on va pouvoir observer nous-mêmes très facilement avec un test à la bêche. C'est la structure, par exemple. On va avoir les propriétés chimiques qu'on maîtrise aussi très bien avec les analyses chimiques qu'on fait déjà depuis très longtemps. Et il y a les propriétés biologiques. Et ce qui est important, c'est de regarder le tout ensemble. Pas de s'intéresser que aux propriétés physiques, que aux propriétés chimiques parce que c'est facile, mais aussi aux propriétés biologiques, vraiment l'ensemble et regarder où on peut intervenir, où il faut intervenir pour que la plante puisse bien se développer. Et surtout, ce qui est important, ce qu'il faut se dire, c'est que ces trois propriétés vont travailler ensemble.
la physique, la chimie et la biologie vont travailler ensemble grâce au carbone. Et le carbone, il est injecté dans le sol grâce aux exudats qui sont produits par la plante. Lorsque la plante fonctionne correctement, elle va produire par la photosynthèse assez de sucres qui vont aller alimenter le sol. C'est du carbone. Ce qui veut dire qu'au final, quand on pense sol, il faut penser absolument plante. La plante fait partie du système sol. Et donc, il va falloir vraiment observer l'ensemble et intervenir ou essayer d'intervenir un maximum sur le tout. Ce qui veut dire qu'on a des caractéristiques physiques qu'on peut regarder très facilement avec la bêche. On peut faire ça régulièrement dans l'année, ou au moins déjà une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, c'est très bien, pour regarder un peu quelle est la structure de mon sol. Est-ce que j'ai des problèmes en profondeur? C'est intéressant d'aller à une trentaine de centimètres, regarder si j'ai une structure du sol qui va vraiment dans la profondeur. Est-ce que mes racines peuvent descendre? Est-ce qu'elles vont sur le côté parce que j'ai un peu de tassement? On peut déjà sortir plein d'éléments. Ensuite, on peut regarder les caractéristiques chimiques. Nous, on va utiliser la méthode Kinsey-Albrecht, qui est une méthode spécifique d'analyse chimique, ou notamment après d'interprétation, que je vais vous présenter par la suite. Pour la biologie, on va utiliser la chromatographie de sol, qui est très peu connue malheureusement, mais qui pour nous a un pouvoir expressif assez important. Et enfin, l'état nutritif de la plante, où là, on travaille aujourd'hui avec l'analyse de sève, ce qui se fait aussi de plus en plus de toute manière. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est plus intéressant. Le but de tout ça, c'est d'arriver dans un système où on va commencer à traiter les causes et pas les conséquences. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un système où les plantes sont bien nourries et donc un système où la plante ne sera plus malade, ou en tout cas beaucoup moins. Parce que pour arriver au plus malade, ça prend quand même du temps. Mais l'objectif, il est là. L'objectif est d'arrêter d'avoir des plantes malades, ce qui n'est pas normal, mais d'avoir des plantes saines. Donc on va essayer d'agir en amont et donc de traiter les causes directement. Le test à la bêche, c'est un indicateur assez simple, comme je le disais, très visuel pour l'agriculteur, pour regarder ce qui se passe un peu dans le sol. Ça peut déjà nous donner beaucoup d'éléments. On va aller regarder avec les yeux, on va aller sentir, on va aller toucher comment ça se passe. Déjà, rien qu'en mettant la bêche dans le sol avec le pied, parce que là, c'est intéressant d'y aller à la bêche et pas d'y aller avec le tractopelle ou avec un télescope. Si on y va déjà avec la bêche, avec le pied, on peut déjà voir s'il y a une certaine résistance ou si on peut y rentrer assez facilement. Ça donne déjà une première indication. Ensuite, regardez comment vont les racines, comment ils descendent, est-ce qu'il y a de la compaction, est-ce que j'ai une couche où j'ai un peu d'eau qui stagne, est-ce que j'ai des couleurs grisâtres ou verdâtres qui ne devraient pas être là. Voilà, on voit déjà plein de choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire des comparaisons dans les zones. Tout simplement, par exemple, déjà comparer notre champ à la bordure qui devrait être assez naturelle ou qui devrait pas avoir beaucoup de compaction selon comment on roule dessus ou pas. Mais ça donne déjà une tendance de ce vers quoi on peut tendre ou on peut aller. Donc, première chose, test à la bêche, beaucoup d'indications. On peut le faire soi-même, c'est gratuit en plus, c'est l'avantage. Ça donne pas mal de choses. Ensuite, l'analyse chimique. Donc, l'analyse chimique, on la connaît assez bien. Elle est utilisée depuis très longtemps. L'idée, c'est de se rendre compte un peu les éléments nutritifs. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Est-ce qu'il y a des problèmes? À savoir que on peut avoir des éléments nutritifs qui sont présents dans le sol, mais pas forcément disponibles ou en tout cas sous la forme assimilable pour la plante. Là, il y a différentes choses ou différents facteurs qui peuvent intervenir. On a la loi du minimum qu'on connaît bien. Euh, L'élément nutritif qui va être présent en quantité la plus faible va être limitant pour le développement de la plante. Mais on peut avoir aussi la loi du maximum, c'est-à-dire qu'un élément qui va être là en excès peut bloquer d'autres éléments. Et donc là, encore une fois, ça ne pourra pas fonctionner correctement. Certains éléments seront fixés, seront retenus, ils ne pourront pas être rendus disponibles. Et bien entendu, on a le pH qui a une forte influence sur la disponibilité des éléments. Donc là, on a un pH idéal qui va être autour de 6,2, 6,5, qui va permettre à la majorité des éléments nutritifs d'être rendus disponibles lorsque tout le reste va bien fonctionner. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir le bon équilibre au sein du sol pour que tout ça puisse fonctionner correctement.
Et donc, nous, on aime bien travailler avec la méthode Kinsey-Albrecht, qui existe déjà depuis très longtemps. C'est un laboratoire qui va être aux États-Unis. Et là, en fait, l'intérêt de ce système, c'est qu'on va faire les recommandations basées sur les besoins du sol. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer les bonnes fondations. On va essayer d'aller vers un sol qui est équilibré en termes de nutriments et qui donc pourra mieux fonctionner. Un sol qui va pouvoir se structurer, qui va pouvoir permettre à l'air de circuler, à l'eau d'être mieux retenue, qui va permettre à la biologie de bien se développer. On va travailler pour le sol et pas forcément tout de suite pour la plante. C'est pour ça qu'au début, je disais que c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler sur le long terme. C'est une analyse standard, on va mesurer le pH, on va mesurer le taux de matière organique, la CEC, les macroéléments et les oligoéléments, où nous, on a ajouté automatiquement maintenant le molybdène aussi, parce que le molybdène, c'est un élément où on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de carences ou souvent des carences dans les plantes. Donc, il faut être sûr que déjà, niveau sol, on ait les quantités nécessaires. À noter que le laboratoire ne va pas mesurer un taux de matière organique comme on aurait l'habitude de le faire dans les laboratoires européens. On va faire une mesure de teneur en humus. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer lorsque le matériel organique se dégrade, il y a différentes étapes. Et la dernière étape, c'est ce qu'ils appellent l'humus colloïdal, et c'est cet humus-là qu'ils vont mesurer. Ce qui veut dire que si vous passez d'un laboratoire, par exemple français, à ce laboratoire-là, il est possible que votre taux de matière organique baisse, tout simplement parce qu'ils ne vont pas mesurer tout à fait la même chose. Donc attention aux comparaisons de laboratoires. Toujours utiliser le même laboratoire, c'est essentiel quand on se lance dans des analyses. Parce que sinon, comparer dans le temps devient très compliqué, puisque tous les laboratoires n'ont pas forcément toujours les mêmes manières d'extraire les nutriments et surtout les mêmes manières de faire les recommandations et les mêmes références. Ils n'utilisent pas tous les mêmes référentiels selon l'extraction. La base pour le système Kinsey-Albrecht, c'est l'équilibre chimique des différents éléments nutritifs. La première chose que le laboratoire va regarder, ou que Kinsey va regarder, parce que c'est eux qui vont faire les recommandations, c'est la relation calcium-magnésium, qui est en gros de 68-12 pour la majorité des sols. Il faut que l'ensemble calcium-magnésium fasse 80% avec cette répartition 68-12, tout simplement pour que les feuillets d'argile aient le bon écartement pour ensuite avoir un bon fonctionnement au sein du sol. C'est la base, la première chose qu'on va essayer d'atteindre. Albrecht, qui a mis en place ce système, est un des premiers qui a parlé de la relation entre le sol, la plante et la santé humaine. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été beaucoup oublié, le lien entre le sol et l'homme, alors qu'au final, toute notre alimentation, l'alimentation des animaux, tout ça provient du sol. Et donc, il faut qu'on ait un sol qui fonctionne correctement pour que la plante puisse bien fonctionner et donc que nous, derrière, on puisse être alimenté correctement. C'est quelque chose qui est pas souvent ou pas assez souvent redit et dit, alors que c'est essentiel. Pour atteindre une bonne santé humaine, il faut que, à la base, le sol et la plante soient en bonne santé. Neil Kinsey a repris le travail d'Albrecht et a développé l'entreprise qui, basée sur les analyses du laboratoire, va mettre en place les recommandations pour atteindre un équilibre chimique au sein du sol. Pour entrer un peu plus dans le détail de l'analyse côté agriculteur, l'analyse chimique peut se faire globalement tout au long de l'année. C'est mieux de le faire à l'automne. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on décide de faire des analyses, c'est de choisir toujours à peu près la même période pour pouvoir regarder l'évolution de cette analyse au cours du temps.
Ensuite, on va bien sûr éviter certaines périodes, donc la période sèche. Il faut faire attention avec certains éléments apportés ou en tout cas les spécifier sur la fiche de renseignement si on ne peut pas. Par exemple, il faut faire 6 mois au minimum après une application de soufre élémentaire pour être sûr que ce soit à peu près bien décomposé. Ou sinon, il faut spécifier que ça a été apporté pour que eux, derrière, pour les recommandations, pour que ce soit pris en compte. Ce qui est essentiel, c'est de faire un suivi dans le temps, des comparaisons. Donc là, nous, on recommande l'analyse chimique Kinsey-Albrecht, de la faire tous les 2 3 ans. Donc là, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de faire un lot de parcelles par année, répartir en fait les parcelles sur 3 ans. Et comme ça, si on a 9 parcelles, on en fait 3 tous les ans et puis on revient sur les 3 premières au bout de 3 ans. Tout simplement pour regarder l'évolution, apporter les recommandations au mieux possible, parce qu'après, il y a bien entendu aussi le coût qui rentre en jeu. Mais au moins, ça nous permet de regarder dans le temps comment ça évolue. On va regarder des zones homogènes, on ne va pas prélever dans des zones hétérogènes au sein de la parcelle, ça c'est très important, mais avoir des zones homogènes qu'on va mélanger pour avoir quelque chose d'assez représentatif. Pour la profondeur, selon si on travaille le sol ou pas, on va être sur 10 centimètres sur des sols non travaillés et sur les sols travaillés, on va prendre sur la profondeur travaillée. Donc là, si vous souhaitez travailler avec Kinsey Albrecht, le plus simple, c'est de passer par des agronomes reconnus en France ou à l'étranger, si vous êtes à l'étranger, agronomes reconnus par le laboratoire, tout simplement parce que les envois vers les États-Unis sont plus simples et nous sommes agréés ensuite pour vous accompagner dans l'interprétation des résultats si besoin. Là, c'est simple. Vous pouvez aller sur le site internet de Kinsey et ils vous mettent par pays, en fait, les agronomes ou les conseillers qui sont reconnus euh, par Kinsey pour vous accompagner dans ces analyses-là. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de regarder l'évolution de son sol pour pouvoir l'améliorer sur le long terme. Remettre de l'équilibre au sein du sol va avoir un impact sur la nutrition de la plante et sur et sur le fonctionnement, pardon, de la biologie, tout simplement parce qu'on va pouvoir mettre en place un sol ou tendre vers un sol qui permettra aux racines de bien se développer et à la biologie de bien fonctionner, puisque la biologie doit fonctionner dans un sol qui est en aérobie, où il y a de l'air, pour que la bonne biologie peut bien se développer, d'où l'importance d'avoir un bon rapport calcium-magnésium. On ne le dira jamais assez, attention, il ne faut pas comparer les différents laboratoires. Chacun, il y a des normes. Tous les laboratoires n'utilisent pas les mêmes normes, les mêmes références. Donc, l'extraction des éléments nutritifs ne se fera pas toujours de la même manière et on ne pourra pas appliquer des recommandations ou une manière d'interpréter les résultats Kinsey-Albrecht avec des analyses qui ont été faites dans un laboratoire européen ou en tout cas un laboratoire qui n'utilise pas euh, les mêmes, les mêmes normes pour extraire les éléments nutritifs. Donc c'est très important, il faut bien faire attention à ça. Et la deuxième chose, le deuxième point d'intention, une analyse de sol n'est pas suffisante pour déterminer si la plante sera bien nourrie. Un exemple concret, on a ici l'analyse de sol et ici l'analyse de plante. On va avoir ici un potassium en carence et ici, au niveau de la plante, le potassium qui va être en excès. À l'inverse, de même, pardon, le phosphore qui est en carence ici et qui va être en excès dans la plante. Encore une fois, magnésium ici qui est bien, on va avoir un léger excès, alors je montre le mauvais, pardon. Magnésium qui va être en carence au niveau de la plante et phosphore qui va être en carence au niveau du sol et qui va être en excès au niveau de la plante. Donc il faut faire bien attention. C'est pas parce que les éléments sont présents dans le sol que la plante va pouvoir y avoir accès. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'il y a des carences dans mon sol
que la plante ne pourra pas y avoir accès ou ne pourra pas avoir accès à la quantité minimale dont elle a besoin. D'où l'importance de faire des analyses de sève pour vérifier tout simplement si ma plante a bien accès aux différents éléments nutritifs pour pouvoir bien se développer. Donc, lorsqu'on parle analyse de sève, on peut faire référence à différentes choses. Tout d'abord au pH, qui est une mesure qui peut se faire en bout de champ, avec des pH mètres, par exemple Oriba, qui propose ça. Et là, on peut déjà voir, est-ce que mon analyse de pH de la sève de la plante indique déjà un problème. Sachant que pour la majorité des plantes, il faut être autour de 6,4 pour savoir, pour se dire il n'y a pas trop de problème ou il n'y a pas de risque d'attaque pour ma plante. Sachant que il faut mesurer les analyses de sève le matin, avant 9 heures, avant un nouveau cycle. En fait, pour la plante, un nouveau cycle de photosynthèse, c'est là où en gros les compteurs sont à zéro. De même pour le Brix, la mesure du sucre qui peut se faire pareil en bout de champ. Là, c'est pareil, on peut se dire plus le Brix va être élevé, plus la résistance face aux ravageurs sera importante. Ici aussi, c'est important de le faire avant 9 heures, avant un nouveau cycle de photosynthèse, avant qu'il y ait du sucre à nouveau qui soit soluble dans la sève. En fait, il faut se dire que dans la journée, la plante va faire son cycle de photosynthèse, va créer du sucre simple. Et il faut qu'à la fin de la journée, l'ensemble de ce sucre simple soit converti en sucre complexe. Et plus on aura du sucre complexe produit, plus la plante pourra se développer et aller nourrir le sol. Si le Brix est faible et qu'elle ne produit donc pas assez de sucre, ça veut dire qu'il va y avoir un problème. Il va falloir nourrir la plante avec des éléments nutritifs de manière intense pour pouvoir aller vers des stades, enfin vers une plante qui va pouvoir être mieux nourrie, qui va fonctionner correctement et qui va donc être moins sensible aux ravageurs. Attention, les analyses de sève en bout de champ, donc pH, Brix et autres. On peut aussi mesurer les nitrates, par exemple, ou la conductivité. C'est des indications pour savoir est-ce qu'il faut ou pas aller faire une analyse plus poussée en laboratoire. Ce n'est pas suffisant pour déterminer quels éléments vont manquer à ma plante. Pour savoir ce qui manque réellement à ma plante, il va falloir faire des analyses de feuilles, soit de tissu, soit de sève. Les analyses de tissu, c'est des analyses sur feuilles sèches. Ça va être quelque chose qui va être, c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps que l'analyse de sève. Les référentiels sont donc plus importants pour les différentes plantes. Là, en général, si on fait l'analyse de tissu, en tout cas le laboratoire avec lequel nous on travaillait à l'époque, il faisait des recommandations. On analyse 13 éléments. Le problème avec l'analyse de tissu, c'est qu'on va analyser l'ensemble de la feuille. Donc, si la plante a fait des réserves avec des éléments nutritifs qu'elle n'utilise pas ou qu'elle ne peut pas utiliser, ça va être analysé quand même. Donc, on risque d'avoir une erreur en fait dans la quantité de nutriments qui est analysée. Alors que quand on va dans l'analyse de sève, on va regarder les éléments qui sont dans la sève de la plante et donc les éléments que la plante peut utiliser. Ça va être plus précis, mais donc aussi plus sensible, plus variable. Mais on verra plus vite s'il y a une carence ou s'il y a un excès au sein de la plante. On a une meilleure corrélation entre ce qui se passe au niveau des résultats d'analyse et ce qu'on peut voir visuellement dans la plante. Oui, dans la plante, dans la parcelle. Je vous montrerai plus tard un exemple très concret. Et donc là, on a 16 éléments qui sont analysés, plus le pH, la conductivité. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a différentes formes d'azote qui sont analysées. On a l'azote total, on a les nitrates et on a le NH4. L'idée, c'est que le NO3 et le NH4 soient très faibles, mais que le N total soit assez élevé. Ça veut dire que la plante arrive à convertir correctement le NO3 et le NH4, ce qui la rend moins sensible aux ravageurs. Mais le N total est élevé, donc on a des protéines qui sont formées et donc la plante fonctionne correctement, elle sera moins attaquée
et elle pourra mieux se développer, mieux croître et avoir du coup aussi une production plus importante, puisqu'on veut à la fin surtout aussi bien récolter, en plus d'avoir des plantes qui sont saines et donc d'utiliser moins de phytosanitaires. L'analyse de sève se fait donc sur feuilles fraîches. Et donc là, ce qui est important, c'est d'aller prélever le matin avant 9 heures et d'envoyer directement les feuilles en laboratoire. Il existe différents laboratoires. Nous, on utilise Novacrop aux Pays-Bas, tout simplement parce que c'est un laboratoire qui travaille très rapidement. Dès qu'ils reçoivent les échantillons, on a les résultats à peu près 48 heures après réception. Et c'est pour l'instant le laboratoire qui mesure le plus d'éléments. Donc, comme je disais, le pH, le sucre. Attention, c'est différent du Brix. Ils sont beaucoup plus précis. Nous, lorsqu'on va regarder le Brix, lorsqu'on va mesurer le Brix avec un réfractomètre en bout de champ, on va regarder les éléments solubles dans la sève. Donc, il n'y a pas que le sucre. Il faut faire attention. Le sucre dans l'analyse de sève va être beaucoup plus précis quand c'est fait au laboratoire, la conductivité et micro-éléments et donc les différentes formes d'azote. Ils ont aujourd'hui un très large référentiel pour avoir les références de différentes cultures. On peut regarder sur leur site internet les plantes ou les cultures pour lesquelles ils ont des références. Et au pire, on peut leur demander. Donc, au niveau du protocole, il faut commencer dès que la plante est assez développée pour pouvoir prendre des feuilles. Ensuite, il y a différents stades clés en fonction des cultures. On va commencer, on va prélever le matin avant 9 heures, avant un nouveau cycle de photosynthèse, pour que justement les niveaux de sucre et les niveaux d'azote soient corrects et qu'on puisse vraiment avoir des informations qui sont bonnes. Si on fait ça en pleine journée, lorsque la photosynthèse est active, on va avoir des résultats qui risquent d'être un peu erronés. Comme l'analyse de sol, on va préférer des zones homogènes au sein d'une parcelle. Euh, Si on veut pousser l'analyse et bien comprendre ce qui se passe dans la plante et dans le sol, on va vouloir faire une comparaison entre feuilles jeunes et feuilles vieilles, dès que la plante est assez développée, bien entendu, pour regarder si la plante va chercher dans ses réserves, donc dans ses vieilles feuilles, ou si elle arrive à se nourrir par le sol. Donc là, c'est pour des analyses un peu plus poussées. On peut aussi très bien commencer par faire une analyse soit sur les feuilles, ce que je vais appeler moyennes entre les jeunes et les vieilles feuilles, soit sur les jeunes feuilles pour au moins savoir si la plante arrive à bien se nourrir pour le développement des jeunes feuilles. L'envoi se fait directement au laboratoire dans des sachets étiquetés. Les étiquettes et les sachets sont envoyés par le laboratoire. Le plus simple ou le mieux, c'est d'envoyer en début de semaine. Comme ça, on sait que même si la poste prend un peu de temps, ça va arriver dans la semaine chez le laboratoire et ils vont pouvoir nous envoyer rapidement les résultats. Donc, il y a différentes possibilités. Vous pouvez soit passer par un intermédiaire comme nous. L'avantage, c'est que si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous n'avez pas à échanger directement avec nous et avec eux, pardon. Et nous, on va par exemple vous faire les recommandations avec pour que vous sachiez ce qu'il faut apporter à la plante. Vous pouvez bien entendu directement travailler avec le laboratoire Novacrop aux Pays-Bas. Là, l'avantage, c'est que plus vous allez commander des analyses, plus le prix sera bas. Et ça, vous avez toutes les informations sur leur site internet. Donc, pourquoi faire des analyses de sève? Là, c'est bien entendu la question la plus importante. Comme je vous l'ai montré, ce qui est dans le sol n'est pas forcément disponible pour la plante. Et ce qui est très important, c'est que la plante puisse bien être nourrie. Et si mon sol n'est pas capable de fournir à la plante ce dont elle a besoin, eh bien, tout simplement, comme on peut le voir ici, la plante va se faire attaquer. Ici, ce sont de la moutarde qui a été semé dans un pot, une fois dans un sol qui a un taux de matière organique élevé, et une fois dans un sol qui a un taux de matière organique assez faible. Donc là, ce que j'appelle faible, il était autour de 1%, il me semble, alors qu'ici, on était autour de 3-4%. Donc ici, la plante arrive à mieux se nourrir, ici, pas du tout.
Et donc ici, la plante, alors que les pots étaient côte-côte, les plantes ont été complètement ravagées. Les insectes ont tout mangé. Ce qui montre bien l'importance d'une bonne alimentation, d'une alimentation équilibrée surtout de la plante. C'est pas que l'azote, c'est pas que le magnésium, c'est vraiment l'ensemble des éléments nutritifs qui sont extrêmement importants puisqu'ils vont tous intervenir à des moments différents du développement de la plante et dans les processus, par exemple, de transformation de l'azote en protéines, etc. Donc, si on veut une bonne photosynthèse, une bonne croissance de la plante, si on veut que la plante ne soit pas trop malade pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, si on veut que la plante produise en quantité et en qualité, il faut réellement s'intéresser à l'alimentation de la plante. En plus de ça, une fois qu'on a une plante qui est bien nourrie avec une photosynthèse efficace, on accroît en fait la quantité de sucre produit, on va aller alimenter la biologie dans le sol. Et on va revenir sur le pourquoi c'est important d'alimenter la biologie du sol. Donc, comme je disais, c'est éviter les carences, mais aussi les excès, éviter les causes de maladies, les stress et pouvoir mieux faire, piloter en fait sa fertilisation. C'est important de savoir ce qu'il faut apporter à la plante pour ne pas créer en fait des excès qui risquent ensuite de déséquilibrer la plante. Si on déséquilibre la plante, on va forcément rendre la tâche difficile à la plante de bien se développer et donc elle sera beaucoup plus sensible. Ce qu'on va chercher, c'est une plante pardon, qui va pouvoir nourrir le sol par les exudats. Comme je l'ai dit au tout début, le carbone qui va être introduit dans le sol pour que le sol fonctionne correctement provient principalement de la plante. C'est le carbone qui va être le plus intéressant. Bien entendu, on peut aussi apporter du matériel organique, mais apporter des exudats, c'est intéressant puisque c'est ce qui va aller alimenter directement la biologie. Et si on a une biologie qui est bien alimentée, la plante va pouvoir sélectionner la biologie dont elle a besoin. La biologie va pouvoir aller apporter des éléments nutritifs à la plante sous une forme qu'elle va pouvoir utiliser et en quantité dont elle va avoir besoin. Je vais hop, avancer tout ça. C'est exactement ce que je disais. Les plantes apportent le carbone, les sucres, c'est l'énergie qui va permettre au sol de fonctionner, aux populations microbiennes de se développer et surtout, on va avoir un développement d'une population qui va servir à la plante. Le problème, c'est que si les plantes ne fonctionnent pas bien, le sol ne peut pas bien fonctionner. Et à l'inverse, un sol qui ne fonctionne pas bien, donc chimiquement et biologiquement, ne va pas pouvoir créer ou produire ou aider à un bon développement de la plante. Ce qui est très important, c'est qu'une carence ou un excès ou un déséquilibre au sein d'une plante ne se voit pas forcément à l'œil nu, ou en tout cas pas tout de suite. Ici, on a un colza qui semble bien vert, qui semble bien développé. On peut se dire que là, l'entrée d'hiver est très très bonne. Et si on regarde son analyse foliaire, ici c'était une analyse des tissus, on voit qu'il y a déjà des carences, magnésium, bore, qui vont être en carence. Et là, on va avoir un risque de maladie. La carence, elle se devine pas, elle s'analyse. Une fois que la carence est visible sur la plante, les dégâts sur la plante sont déjà irréversibles et on a déjà un dégât sur le rendement. Il faut limiter au maximum les pertes de rendement qui seraient dues à des carences ou à des excès, puisqu'on a la possibilité de le faire même avant que la carence ou l'excès se voit sur la plante. D'où l'importance des analyses chimiques. Surtout qu'au final, en soi, si on y réfléchit vraiment, avoir des plantes malades, avoir des plantes qui attirent les insectes, c'est pas vraiment normal. On s'y est juste habitué. On s'est habitué en fait à aller faire des fongicides, à aller faire des insecticides, alors qu'à la base, les plantes, elles se développent très bien dans la nature. Si les insectes viennent, c'est qu'elles font du nettoyage. Si on regarde un peu dans les bords de champs, les plantes en général, elles se développent beaucoup mieux. Si elles tombent malades, c'est beaucoup plus tard par rapport à ce qui se passe dans le champ. Donc c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Si la plante est malade, c'est pas normal, il y a un problème. On en entend de plus en plus parler, la pyramide de santé selon John Kempf. John Kempf, qui est un Américain qui travaille beaucoup sur la nutrition de la plante, sur la santé de la plante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grossièrement, il y a 4 étapes.
une photosynthèse efficace. Améliorer la photosynthèse, ça passe par apporter les premiers éléments nutritifs. Là, l'agriculteur a le pouvoir, entre guillemets, d'améliorer la photosynthèse. Ensuite, on va améliorer la synthèse des protéines. Là, on parle de la conversion, en fait, de l'azote en protéines, où là, c'est très important qu'on apporte les bons oligo-éléments. Et les deux dernières étapes qui sont l'augmentation de la synthèse des lipides et des PSM qui sont en fait des produits pour l'immunité de la plante. Ces deux dernières étapes, elles vont être atteintes une fois que on a une plante qui est alimentée par la biologie, d'où encore une fois l'importance de la biologie. Mais déjà, les deux premières étapes qui vont avoir une influence sur une grande partie des insectes peuvent être atteints tout simplement, je mets des guillemets, bien sûr, c'est pas si simple que ça, mais tout simplement si on s'intéresse un peu à l'alimentation de la plante. Concrètement, lorsqu'on passe de l'azote qu'on apporte aux acides aminés et aux protéines qui vont au final être la partie qu'utilise réellement la plante, on a le molybdène, le soufre, le fer, le nickel, le manganèse, le magnésium, le phosphore, le soufre, le bore, le potassium, le zinc qui vont intervenir. Tous ces oligo-éléments, tous ces éléments d'ailleurs, sont essentiels dans la transformation de l'azote en protéines. S'il en manque un, on ne va pas avoir cette chaîne et dans ce cas, la plante ne pourra pas utiliser efficacement l'azote. Et là, ce système-là ou ce schéma-là est très important pour se dire on peut réduire nos quantités d'azote en les rendant beaucoup plus efficaces, en apportant les bons éléments en se basant sur les analyses de sève. Si on fait le lien avec les analyses de sol, Albrecht disait par exemple que les insectes et les maladies ravageurs sont les éboueurs de la nature. Quand on pense un peu à la nature est bien faite, elle va éliminer tout ce qui est, entre guillemets, faible. Et donc, une plante qui est malade va être éliminée par les ravageurs, tout simplement parce qu'on ne veut pas que les plantes malades se reproduisent, puisqu'elles vont être faibles dans le système nature. Ce qui est important toujours, c'est de regarder, bien entendu, ce qui se passe dans le champ. Si l'analyse revient toute bonne, mais que vos plantes sont malades, c'est qu'il y a un problème avec l'analyse. C'est pas l'analyse qui monte des plantes saines et donc tout se passe bien dans mon champ. Si dans le champ c'est malade, c'est qu'il y a un problème et il faut creuser un peu plus. Là, encore une fois, la plante que je vous ai montrée tout à l'heure, donc on me voit encore mieux ici, la moutarde, donc je me suis même trompée, c'était 4% de matière organique contre 2% de matière organique. Donc même à 2% de matière organique, la plante, si le sol ne fonctionne pas correctement, ne pourra pas être alimentée correctement, d'où l'importance de regarder l'ensemble. Et donc là, on va en venir à la biologie. Si la biologie n'est pas là, elle ne peut pas rendre les éléments nutritifs accessibles à la plante ou disponibles pour la plante. Donc, on a fait analyse chimique de sol, qui est un premier élément, l'analyse test à la bêche structure, qui est le deuxième élément que vous pouvez faire vous-même. Et enfin, donc, on va en venir à l'analyse biologique, qui est essentielle puisque c'est l'analyse biologique qui va permettre de faire aussi le lien entre tout ce qui se passe dans le sol. Et donc, bien sûr, les analyses de sève pour pouvoir aider à la plante à l'année. Un petit détail quand même, je dis qu'avec l'analyse de sève, on peut aider la plante à l'année. C'est vrai et faux en même temps, c'est-à-dire que on va limiter les pertes de rendement, on va aider la plante à mieux se développer, à être moins sensible aux attaques des ravageurs. C'est pas pour autant qu'on va tout de suite forcément toujours voir un effet à l'année sur la plante visuellement. En tout cas, si vous ne faites pas de bande de témoins sans apport de nutriments. Par contre, ce que vous devez bien vous dire, c'est que si vous aidez votre plante à mieux fonctionner en apportant les éléments nutritifs dont elle a besoin, vous allez automatiquement aussi avoir un impact très positif sur la biologie du sol. Et là, l'impact, il va être plutôt sur le long terme. Et pourquoi la biologie, elle est si importante dans le sol? Je pense qu'on vous le dit déjà souvent, mais c'est toujours bien de refaire un petit rappel. La biologie va pouvoir faire le lien entre la chimie du sol et la chimie de la plante.
La biologie va permettre d'agréger les particules. Donc, on va parler de structure, de porosité du sol. Donc, avoir un sol aérobe, un sol bien structuré, bien poreux, où la racine va pouvoir mieux se développer, où la circulation de l'eau va pouvoir mieux se faire, où la rétention d'eau sera plus intéressante. Là, en ce moment, je ne sais pas comment c'est chez vous. Chez nous, c'est un peu n'importe quoi. On avait des périodes très, très sèches. Maintenant, on est dans des périodes très humides. C'est important que la circulation de l'eau, la rétention de l'eau se fasse correctement. La biologie va bien sûr aussi permettre la dégradation du matériel organique et là où ça devient intéressant aussi, la disposition des éléments nutritifs. Elle va libérer les éléments nutritifs quand la plante en a besoin et elle va les retenir quand la plante en a pas besoin pour éviter en fait les lessivages. On va aussi avoir de la régulation de la population de pathogènes. Tout ça, ça va se passer grâce au réseau trophique, au cycle qui va avoir lieu au sein du sol. Je reviens là-dessus parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. La biologie du sol permet la structure de base dans le sol. La plante va permettre de décompacter un peu le sol, si je puis dire, mais c'est bien les bactéries et les champignons qui vont coller les particules organiques et minéraux ensemble et qui vont permettre de créer la porosité au sein du sol. Concrètement, ça ressemble à ça. On va avoir des éléments qui vont être libres dans le sol et qui vont être collés grâce aux bactéries. On va avoir des micro-agrégats ici qui vont être formés. Micro-agrégats au sein desquels on va avoir différents environnements. On va avoir des environnements un peu plus aérobes, donc avec plus d'oxygène, des environnements un peu anaérobes, donc avec un peu moins d'oxygène, ce qui va permettre à une grande diversité de micro-organismes de se développer. La majorité des bénéfiques ont besoin d'oxygène, mais il y a aussi certains organismes bénéfiques qui vont être anaérobes ou anaérobes facultatifs, donc qui vont avoir besoin de moins d'oxygène. Et grâce à ces micro-agrégations, on va avoir cette diversité d'organismes qui vont pouvoir se développer. Et ces micro-agrégats vont ensuite être pris par des ifs fongiques et on va créer des agrégats de plus en plus grands. Et donc, c'est là où on va avoir une bonne structure du sol. Donc, la structure du sol est à la base créée par les micro-organismes bénéfiques. Ce qui est important ensuite, c'est qu'on ait un réseau trophique très complet. Donc, quand je parle de réseau trophique, ça veut dire qu'on a une chaîne alimentaire, en fait, si vous voulez. On a les bactéries, on a les champignons et on a leurs prédateurs. On va avoir les protozoaires, les nématodes, puis ensuite les organismes de plus en plus grands. L'importance d'avoir un réseau trophique complet et fonctionnel, c'est qu'on va avoir de la concurrence, de la consommation et de l'inhibition. Tout ça dans le but ou avec l'avantage de protéger et nourrir la plante. Les bactéries, c'est des petits sacs de fertilisants, ils vont ingérer oui, ils vont ingérer énormément d'éléments nutritifs qui, dès que la bactérie va être mangée, vont être libérés dans le sol dans une forme carbonée, en fait avec un carbone, dans une forme qui va être directement assimilable par la plante. Donc là, la plante va pouvoir absorber ces éléments nutritifs et les utiliser directement. Quand il y a de la concurrence, plus on va avoir d'organismes bénéfiques dans le sol, moins il y aura de place pour des pathogènes, tout simplement. Donc, si autour de ma plante, j'ai beaucoup de bactéries, beaucoup de champignons qui vont être bénéfiques, par exemple les mycorhizes, on en entend beaucoup parler, moins il y aura de plantes, en fait, moins il y aura de place, pardon, pour les pathogènes d'aller attaquer la plante. Donc, ça, c'est protection de la plante. Consommation, c'est de la prédation, tout simplement. Les prédateurs des bactéries et des champignons vont, en plus de limiter la population de pathogènes, vont, dès qu'ils vont manger les bactéries et champignons, libérer les éléments nutritifs sous forme organique, disponibles et assimilables pour la plante. Et enfin, on a l'inhibition, c'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries, par exemple, qui sont capables de libérer des éléments qui vont être néfastes pour les pathogènes. Et donc, dans ce cas, on va encore une fois permettre d'avoir une protection de la plante. Donc, un réseau trophique complet et fonctionnel qui permet de protéger et nourrir la plante. Et donc, savoir si on a un réseau trophique qui fonctionne dans le sol, ça passe par des analyses biologiques. Nous, personnellement, on travaille avec la chromatographie de sol. La chromatographie de sol, qui est une analyse assez peu reconnue ou connue, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chiffres. C'est une analyse qualitative. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça ressemble.
Donc l'analyse a été mise en place ou développée dans les années 1950 par Pfeiffer et a été repris après par des Autrichiens. C'est une analyse qui se fait sur du papier filtre rond et c'est un résultat qui va être très très visuel. On peut faire des analyses de sol, on peut faire des analyses de matière organique, de compost par exemple. Ça va nous permettre d'avoir différentes informations. L'objectif, c'est d'avoir la qualité de la biologie dans le sol, dans le compost, savoir si la biologie est efficace. Ça ne nous sert à rien de savoir qu'on a beaucoup de bactéries si on ne sait pas comment elles travaillent ou si elles travaillent correctement. L'important, c'est de voir si l'ensemble a une bonne dynamique, si le tout fonctionne correctement. Et est-ce qu'on évolue vers une communauté biologique qui va être positive ou au contraire, est-ce qu'on est en train de dégrader notre sol? Ça, c'est les informations un peu que la chromatographie va pouvoir nous donner. Ici aussi, comme les analyses chimiques que je vous avais présentées au début, on va avoir une information à un instant T. Ce qui est intéressant, c'est de comparer un peu les différentes parcelles et ensuite de comparer l'évolution dans le temps. Est-ce que j'arrive à améliorer la biologie dans mon sol? Concrètement, voici à quoi peuvent ressembler différentes chromatographies. Donc, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est l'aération du sol. Est-ce que je suis dans un sol ou dans un compost qui a de l'air? Est-ce que ma biologie va pouvoir se développer dans le bon sens? Est-ce que j'ai une bonne structure du sol? Est-ce que ma diversité bactérienne et fongique est bonne? Est-ce que l'activité est bonne? Est-ce que le matériel organique que j'apporte dans mon sol va pouvoir bien se développer, que ce soit les résidus végétaux ou si on apporte du compost ou du fumier, par exemple? Est-ce que mes éléments minéraux sont bien retenus dans le sol? Et est-ce que le tout est bien intégré? Est-ce que j'ai une bonne structure, un bon lien dans mon sol qui se fait? Et enfin, l'évolution au sein de mon sol. Donc là, vous pouvez le voir, il y a deux parties en fait. Il y a deux différents papiers filtres qui sont utilisés et c'est ces deux papiers filtres qui vont nous permettre de voir l'évolution au sein du sol. Je vais y revenir après. Donc ici, en termes de protocole, on va préférer bien sûr l'automne ou le printemps, un peu les périodes qui sont chaudes et humides, là où la biologie va être la plus active. On va bien sûr éviter les périodes trop sèches, trop humides, trop chaudes, trop froides. Et là, comme je le précisais, tous les 2, 3 ans, regardez dans le temps comment évolue la biologie. En termes de profondeur, on va commencer avec 0,10 cm. Une fois que les premiers 10 centimètres seront bons, on pourra commencer à s'intéresser sur ce qui se passe en profondeur. Mais déjà, commencer par les 10 premiers centimètres, c'est bien. Et lorsqu'on va prélever, on va retirer un peu les résidus de surface, on va retirer le premier centimètre, on va dire, pour aussi un peu retirer les effets qu'on pourrait avoir de la chimie, si on a utilisé des produits. Là, c'est important de sécher avant l'envoi on va faire l'analyse chromatographie sur du papier, sur du sol sec, pardon. Comme ça permet de stabiliser en fait l'échantillon et ensuite vous pouvez nous l'envoyer pour analyse. Donc la chromatographie, on va avoir l'information de l'aération, c'est cette partie blanche qu'on a ici. On a l'activité bactérienne à l'extérieur. On va avoir les champignons ici, ces espèces de lignes radiales un peu qui ressemblent à des épines de sapin, moi je trouve. C'est l'activité fongique. Et enfin, l'évolution entre le papier ça va être du papier 1 et du papier 4, en fait, les deux différents types de papier. Et l'évolution entre le papier 1 et le papier 4 va nous permettre de savoir si le sol évolue correctement ou pas. En fait, si on a plus de détails dans le papier 4, c'est que la dynamique d'évolution est positive. Si par contre le papier 4 est moins bon que le papier 1, on va avoir quelque chose de négatif. C'est une analyse qui est qualitative, elle est très visuelle, mais nous avons mis en place un système de notation qui nous permet tout simplement de donner une note sur 350 pour savoir un peu où se situe notre échantillon sur différents critères. Très concrètement, pour que ce soit, parce que pour vous montrer à quel point c'est visuel,
On a analysé un caillou calcaire qui normalement n'a pas beaucoup de vie, pas beaucoup de biologie. Le caillou calcaire ressort sans structure, alors qu'une prairie qui normalement est biologiquement très active, vous le voyez, on a de jolies structures. En fait, on a une jolie image qui va sortir tout simplement. On a des belles couleurs, on a des belles structures. C'est ce qui montre que le sol va être biologiquement très actif. Donc, même si on ne sait pas au début vraiment ce qu'il faut regarder, on voit quand même que c'est une image jolie, jolie entre guillemets, avec beaucoup de structure, donc une biologie qui est très active. Alors, vous inquiétez pas, lorsqu'on fait les analyses, on ne va pas vous dire c'est une jolie image, bravo, vous avez une bonne biologie. C'est avec des interprétations, avec des critères précis qui sont analysés et vous avez toute une interprétation qui vous est rendue avec l'analyse. Si on parle de sol agricole, on voit de tout. Malheureusement, on a des sols qui sont très faibles biologiquement, comme on peut le voir ici. Malheureusement, encore une fois, ça ressemble à un caillou calcaire. On va avoir des sols qui sont moyens et des sols avec un bon fonctionnement biologique. Je vous ai mis ça tout simplement pour que vous puissiez un peu voir en fait les différentes possibilités. Un exemple très concret, nous, on s'est basé donc sur les chromatographies pour améliorer ou repenser en tout cas notre système de production. C'est pour vous montrer l'importance vraiment de regarder ce qu'on fait. C'est une parcelle chez nous en 2013. C'est lorsqu'on a commencé, c'est la première chromatographie que mon père a faite de cette parcelle. Après 15 ans d'agriculture de conservation des sols, 15 ans de semi-direct sous couvert végétal. 15 années où on pensait qu'on travaille très bien. Et donc, puisqu'on fait du semi-direct sous couvert végétal, notre biologie va très bien fonctionner. On a été assez choqués du résultat, puisque c'est une chromatographie qui montre un sol très très faible biologiquement, ce qui a permis de nous remettre en question, de voir qu'au final, ce qu'on pensait être bien pour notre sol ne l'était pas vraiment. Donc, on a fait des changements dans nos pratiques. On a mis en place des couverts végétaux beaucoup plus diversifiés. On a porté plus d'importance encore sur les couverts végétaux pour qu'ils se mettent vraiment bien en place. Et on a commencé aussi à utiliser des thés de compost, par exemple, pour apporter de la biologie. En 3 ans, on a eu une évolution formidable, puisqu'ici, on a un chromatogramme qui n'est pas parfait, mais qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait en 2013. C'est vraiment l'importance de vérifier ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on pense mettre en place les bonnes techniques que forcément on va avoir un sol ou une plante qui suivent. Il faut réellement vérifier ce qu'on fait pour être certain que ce qu'on fait chez nous fonctionne correctement et est correct pour notre sol. C'est pas parce que mon voisin fait d'une manière que ça va pouvoir aussi fonctionner chez moi. Il faut toujours vérifier ce qu'on fait. C'est très, très important. Sinon, on travaille un peu pour rien. Donc, la chromatographie, connaître l'efficacité de la biologie, on ne va pas savoir exactement qu'est-ce qui est présent en quelle quantité, mais on va connaître l'efficacité des communautés présentes. Est-ce qu'il y a une bonne dynamique? Est-ce qu'il y a un bon fonctionnement? C'est différent de la biomasse microbienne qui va vous donner une information sur la quantité présente. On peut aussi faire d'autres analyses qui vont montrer la présence de certaines fonctionnalités au sein du sol ou de certains organismes. Là, on a vraiment concrètement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu l'avantage de la chromatographie. C'est pour ça que nous, on aime bien faire. Notamment, si la biologie ne fonctionne pas correctement, on ne peut pas avoir des analyses de sève qui seront correctes. Donc, on n'a pas une plante qui est nourrie correctement. Donc, il va falloir faire du biberonnage. Il va falloir apporter les éléments nutritifs tout au long de l'année pour que la plante se développe correctement. D'où l'importance de travailler en fait sur tous les pôles, la structure, la chimie de la plante et la biologie. Il faut essayer de travailler un peu partout pour que tout le système fonctionne ou refonctionne correctement. Pour vous donner des exemples très pratiques, parce que parler de la théorie, c'est toujours bien, voir correctement ou réellement ce qui se passe, c'est essentiel.
Une dernière fois, tout simplement, la moutarde qui a été complètement mangée par les insectes alors que l'autre à côté n'a quasiment pas été touchée, tout simplement parce qu'on a deux nutriments ou deux alimentations de la plante qui sont complètement différentes. Donc, une plante qui va être très attractive par les ravageurs parce qu'elle n'est pas bien nourrie et une plante qui va être moins attractive parce qu'elle est mieux nourrie, donc peut mieux fonctionner, elle peut mieux se défendre. Dans les parcelles, ça va ressembler à ça. Donc là, c'est en 2022, la parcelle A qui est en agriculture de conservation des sols depuis plusieurs années et du maïs qui a été suivi par des analyses de sève régulièrement au cours de l'année. Et la parcelle à côté qui est en conventionnel où les analyses de sève ne sont pas réalisées, où on fait un maïs, je vais dire entre guillemets classique, même si j'aime pas trop dire ça. C'était en 2022, on a eu une période très très sèche. Les parcelles sont côte-côte, séparées par une route. Et on peut voir que cette parcelle-là a eu un maïs qui est resté vert beaucoup plus longtemps. S'il reste vert plus longtemps, on a de la photosynthèse plus longtemps. Et donc forcément, on va avoir une plante qui va produire plus longtemps. Donc forcément, on va avoir plus de grains de maïs, théoriquement, puisqu'elle va pouvoir continuer à produire. Concrètement, sur la chromatographie, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément le but ici. Vous pourrez poser vos questions si vous souhaitez rentrer plus dans le détail ou me contacter suite au webinaire si vous le souhaitez. Euh, Grossièrement, on a un chromatogramme qui n'est pas parfait, mais qui montre qu'on a une structure de sol qui est correcte et donc des organismes qui peuvent bien travailler. On a une note qui est de 225 sur 350. C'est pas exceptionnel, mais ça reste correct. Par rapport à la parcelle à côté, qui n'est pas complètement faible, mais qui est assez moyenne. Ah, d'ailleurs, je me suis trompée. C'est une note de 130 sur 350, pas sur 150, attention. Et donc un maïs forcément qui pourra être moins bien alimenté puisque tout simplement la biologie n'est pas là pour faire le travail. Notamment en période sec ou sèche, on va avoir besoin de la biologie pour aller chercher les éléments nutritifs. Ça se voit forcément sur le rendement puisqu'ici on aura un maïs qui sera à récolter plus intéressant théoriquement que ici. Et si on va regarder, si on va un peu plus loin, on a fait une analyse au microscope des racines pour aller regarder si le maïs est mycorhizé ou non. Les mycorhizes vont permettre d'aller chercher de l'eau pour la plante, ce qui est essentiel en période sèche. Et donc, on peut voir que la parcelle A, qui va avoir un meilleur rendement, est mycorhizée. On voit ici les mycorhizes arbusculaires qu'on n'a pas du tout dans la parcelle B. Donc, je vous montre le résultat d'une racine. Bien entendu, ça a été fait sur plusieurs racines, sinon c'est pas très représentatif. Euh, Dès que la plante est bien alimentée, elle va pouvoir créer cette symbiose avec les mycorhizes. Il ne faut pas oublier que c'est du donnant-donnant. La plante doit donner ou être en capacité de donner du sucre à la mycorhize pour qu'elle puisse s'installer, pour qu'on ait cette symbiose. Et comme ça, la plante est mycorhizée et dès qu'elle va être en période difficile, elle va pouvoir demander aux champignons, va me chercher de l'eau s'il te plaît, il n'y a plus assez de pluie, et elle va pouvoir avoir une alimentation en eau. Si la plante est faible dès le début, dès on va rentrer dans des périodes un peu plus compliquées, elle ne va plus pouvoir créer cette symbiose avec le champignon, et donc tout de suite, elle va être carencée en eau ou autre. Et ça se fait ressentir sur le rendement. Pareil, maïs, septembre 2023, toujours deux parcelles côte-côte. Ici, on a un maïs qui est resté bien plus vert, bien plus longtemps, alors qu'ici, on a un maïs qui commence à être euh, vraiment affecté par la sécheresse. Et encore une fois, on va avoir un effet sur le rendement. C'est vraiment l'importance de suivre sa plante par les analyses de sève sur le court terme pour lui permettre de bien fonctionner en attendant de pouvoir euh, remettre le sol dans un état capable d'aller alimenter directement la plante. Donc pour conclure, les analyses sont un moyen de vérifier l'impact de nos pratiques
Donc là, par exemple, la chromatographie, est-ce que ce que je mets en place est réellement bon pour mon sol ou pas? Et ensuite, de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il faut que j'aille apporter des éléments nutritifs ou pas? Qu'est-ce que je dois faire au niveau de mon sol pour que chimiquement il s'améliore? Qu'est-ce que je dois faire pour que biologiquement il s'améliore? On a aujourd'hui la possibilité de vérifier avec des analyses. Ça coûte pas non plus énormément d'argent pour ce que ça peut nous rapporter sur le long terme. Donc, c'est vraiment essentiel de vérifier régulièrement ce qu'on fait. Sinon, c'est trop facile de faire en pensant que tout se passe bien et après se rendre compte qu'au final, dans les champs, bah, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'espère. Analyser, regarder, décider. C'est extrêmement important de bien appliquer le protocole tel qu'il est fourni par le laboratoire. Utilisez toujours le même laboratoire. Choisissez-en un. S'il vous convient, restez avec celui-ci pour pouvoir vraiment regarder dans le temps comment vos parcelles évoluent. Les méthodes d'extraction sont différentes, les valeurs de référence sont différentes. On ne le dira jamais assez, il ne faut pas comparer entre les laboratoires. Euh, Pour rappeler, le sol, la plante, c'est un système complexe, un système dynamique. Il faut tout regarder pour bien comprendre et pouvoir bien intervenir. J'ai mis un petit tableau récapitulatif sur les différents objectifs des analyses que moi je vous ai présentées. Il y a plein d'autres analyses qui existent en biologie, par exemple la biomasse microbienne, entre autres. Définissez vos objectifs. Ça va vous permettre de définir quel type d'analyse vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez regarder, comment vous allez pouvoir intervenir. Les différentes fréquences, les analyses chimiques de sol, les analyses biologiques, moi je vous conseillerais avec les analyses qu'on utilise de les faire tous les 2 3 ans, regarder comment ça évolue. Et les analyses de sève, par contre, les faire au minimum 3 fois dans l'année, s'assurer que la plante rentre bien dans l'hiver si c'est une plante, euh, si c'est pas une plante de printemps, si c'est pas un semis de printemps, pardon. Et sinon, après, c'est au minimum 3 fois, être sûr que la plante puisse bien se développer, ne soit pas sensible aux ravageurs et surtout que vous ayez un rendement ensuite qui soit de qualité et de quantité. On reste des agriculteurs, on vit par la récolte. Si on peut en plus diminuer nos intrants en évitant aussi les produits phytosanitaires, ça reste intéressant. Donc voilà, merci. Vous avez mes coordonnées si jamais vous voulez me joindre suite au webinaire. Et s'il y a des questions, Pablo, voilà, je te donne la main. Super. Merci Marie-Thérèse, c'était très clair. Si jamais, comme d'habitude, on va pouvoir remettre ce diapo sur triple performance, Mhm. donc vous y aurez accès sous peu. Alors, Pierre Hamon nous demande pour le cas Clocher 2013, est-ce qu'il y avait une correspondance entre les tests bêches et la chromato? Est-ce que les deux se répondaient l'un l'autre de manière logique? Alors, ça remonte à 2013. Euh, je ne saurais pas dire, je voudrais pas, j'ai pas envie de dire quelque chose qui est faux, donc je ne saurais pas dire exactement. Euh, De manière générale, nos tests bêches à l'époque se passaient plutôt bien. Nous, on aime bien les faire dans les couverts pour regarder aussi comment le couvert travaille. Euh, mais on avait toujours la porosité qui n'allait pas enfin, qui n'allait pas bien sur les premiers centimètres. On avait toujours quelques racines qui n'allaient pas, qui ne descendaient pas correctement. On a aussi depuis une autre manière de faire nos tests bêches ou de regarder les racines plutôt. On apprend en allant, hein, comme tout le monde. À l'époque, on regardait surtout est-ce que les racines vont bien dans le sol. Maintenant, on va aussi s'intéresser est-ce que j'ai des exudats qui sont libérés par les racines et donc est-ce que j'ai de la terre qui colle aux racines. Et tout ça, c'est des choses qui maintenant sont visibles en parallèle avec la chromatographie qui s'est améliorée. On voit aussi que les plantes fonctionnent mieux. Il y a la structure du sol, mais il y a aussi ce rapport sol-plante qui s'est amélioré et qui va être visible et sur les racines et par la chromatographie. Je suis pas sûre que ça réponde exactement à la question,
mais j'ai pas une mémoire assez bonne pour me rappeler de mes tests bêche en 2013. Ça commence à remonter, c'est vrai. Oui. Toujours Pierre Raymond qui nous demande sur les analyses chromato, euh, est-ce qu'on peut voir la macrofaune? Est-ce qu'on peut voir les amibes? Est-ce qu'on peut voir les microalgues? Tous les autres éléments du sol, où est-ce qu'ils passent? Alors, c'est simple et pas simple en même temps. Euh, la première chose, alors pour bien expliquer, hop, les protozoaires qui vont être présents dans un sol en aérobie, ça va être les amibes et les flagellés. Alors concrètement, non, la chromatographie ne va pas me dire il y a des amibes, il y a des flagellés. Là, il me faudrait par exemple une analyse au microscope qui pourrait être intéressante pour regarder ça. Mais pour en avoir fait plein des corrélations entre chromatographie et microscope, puisqu'on fait microscope aussi chez nous, lorsque j'ai cette aération qui est présente, donc en fait ce centre blanc ici, on va faire ça, le centre blanc qui est ici montre l'aération du sol. Il est absent ici, bon c'est un caillou calcaire, hop, il est absent ici dans le sol. Lorsque j'ai l'aération qui est présente dans mon sol, je vais avoir les amibes et les flagellés qui vont pouvoir se développer dans mon sol. Si je n'ai pas cette aération, automatiquement, je ne peux pas avoir les amibes et les flagellés, puisqu'ils sont très sensibles au niveau d'aération dans mon sol. Les nématodes, c'est pareil, ils ont besoin d'avoir un sol qui est bien structuré avec et de l'eau et de l'air pour pouvoir se développer. Donc, automatiquement, si j'ai un sol qui est structuré de manière correcte, je vais pouvoir avoir les nématodes qui se développent. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, alors je ne sais pas à quel point vous allez le voir bien ou pas dans cette chromatographie. Il y a une couleur un peu violette autour de mon centre blanc qui est quasiment absent, mais il y a une couleur un peu violette. Lorsqu'il y a une couleur un peu violette dans dans ma chromatographie, ça veut dire que j'ai une libération non contrôlée de mes éléments nutritifs. Ce qui veut dire, par exemple, que je vais avoir un risque de lessivage, donc je n'ai plus assez de biologie dans mon sol pour retenir mes éléments nutritifs. Ça veut dire que mon réseau trophique, il n'est pas complet. Mais concrètement, si on veut savoir s'il y a des protozoaires dans mon sol ou des nématodes, il faut passer par une autre analyse. Si on veut vraiment connaître la quantité et être sûr qu'ils sont présents. Super. Puis dernière question de Pierre Raymond. Euh, à l'image du test Bêche, est-ce qu'on avance un peu dans la relation, dans le travail d'analyse entre relevé des plantes peu indicatrices et analyse Kinsey-Albrecht? C'est une bonne Au question, cours du ça. temps, vous avez vraiment observé des corrélations fortes entre la méthode des plantes peu indicatrices et les analyses? Alors, spécifiquement, spécifiquement l'analyse Kinsey, non. Par contre, oui, dans le sens où si on a des plantes qui sont plutôt indicateurs qu'on a un sol tassé, on va le voir au test bêche et à la chromatographie. De même pour le côté hydromorphe. Si on a des plantes indicatrices d'un problème d'azote ou de matériel organique pas bien décomposé ou encore de l'ancien matériel organique, c'est pas vraiment bien expliqué, mais si on a par exemple on va retrouver des résidus de plantes non décomposées au sein du sol. Effectivement, on va retrouver les plantes indicatrices qui vont avec. Maintenant, l'analyse chimique Kinsey et la plante indicatrice directement, nous personnellement, non, on n'est jamais allé jusque-là. Très bien. La Bible nous demande, quand tu parlais des taux de magnésium et de calcium, Mhm. 68 et 12%, c'était bien lié au complexe argilo-humique? Oui. Enfin, c'est
C'est le calcium et magnésium au sein du sang et du sol. Là. Effectivement, l'écartement des feuillets d'argile au sein des complexes argilomyques. Euh, une question, je ne sais pas si tu pourras répondre, mais c'est éventuellement intéressant. Est-ce que créer un kit d'analyse de sève, ça semble possible euh, dans des endroits où on n'a pas forcément accès à des laboratoires, Mm. comme les dom-toms et les territoires éloignés? On pourrait développer des technologies d'analyse de sève qui soient faisables dans des endroits avec des moyens relativement restreints? Euh, j'ai envie de dire sûrement. Il existe déjà du matériel qu'on peut utiliser pour faire des analyses de sève en bout de champ, ceux que j'ai présentés et d'autres. Le problème, c'est que ça reste incomplet. Et moi, je ne pense pas, j'espère me tromper, hein, je ne connais pas tout non plus, mais je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une méthode aussi précise que le laboratoire, c'est pas possible pour regarder tous les éléments, pour regarder tous les éléments nutritifs. Maintenant, Éventuellement, j'ai... Ouais. c'est vrai que je sais pas à quel point il est compliqué d'envoyer les échantillons de plantes à l'extérieur. Hmm. Ça, Euh, assez, ouais. Puis oui, oui, il peut y avoir des conditions sur place qui font que les envois prennent trop longtemps à atteindre le labo. Oui, ça, et Euh, puis niveau papier, quand je vois déjà les envoyer du sol aux États-Unis, c'est compliqué. Dès qu'on envoie des plantes ou du sol, en fonction des pays, ça peut être un challenge, ouais. une question un peu argent. Oui. Ce serait quoi pour toi un budget relativement correct en analyse chaque année, en admettant que tu listes sur plusieurs années? C'est euh, c'est une question à laquelle je pense pas pouvoir répondre parce que ça dépend de la surface de l'exploitation, ça dépend du nombre de cultures. Euh, j'ai eu le cas de quelqu'un qui veut faire du maraîchage cet après-midi. On est sur une petite parcelle, donc analyse physico-chimique et biologie, ça va être une, voire deux si la parcelle est hétérogène. Par contre, maraîchage, donc différents légumes, donc analyse de sève, on va en avoir plein. Je je peux pas dire, moi je peux juste dire, si on veut limiter les coûts, l'analyse Kinsey tous les 3 ans, l'analyse biologique tous les 3 ans, parce que la biologie, on la dégrade très rapidement, mais à la construire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais par contre, l'analyse de sève, minimum 3 dans l'année. Et pareil ici, si on veut limiter les coûts, allez pas vous amuser à faire jeune et vieille feuille, faites juste jeune feuille ou jeune du milieu. Ça va déjà donner beaucoup d'informations. Mais je reste persuadée qu'en fait, ça vaut l'investissement puisqu'on va pouvoir derrière limiter les produits phytosanitaires et tout simplement produire mieux et avoir des plantes qui vont être... Alors, quand je dis produire mieux et avoir un meilleur rendement, c'est pas vraiment vrai. On va pas forcément améliorer le rendement en tant que tel. Par contre, on va pouvoir le stabiliser dans le temps. Et je pense que on fait tous face à des conditions climatiques qui changent et avoir un rendement qui se stabilise dans les années, c'est quand même intéressant. Du coup, pour continuer sur ça, vous suivez pas mal d'agriculteurs, vous donnez des formations. Euh, les personnes qui suivent vos conseils et qui commencent à faire des analyses de sève, est-ce que vous voyez des améliorations sur le rendement, sur la stabilité au fur et à mesure des années? J'aimerais pouvoir dire oui. Euh, ou- je pense que oui. Ce qu'on voit surtout, c'est en termes d'utilisation de produits phyto, en termes de quantité d'azote apportée, on arrive à diminuer les quantités d'azote. Bon, ça passe.
aussi par... attention, ça passe pas que par des analyses de sève. On a toujours différents leviers qu'il faut mettre en place. Un seul levier ne suffit pas. Euh, et ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas forcément un gain en rendement. C'est pas forcément un avantage à l'année qu'on va voir. Par contre, on va pouvoir avoir un impact sur la culture suivante. Et en fait, on va avoir un impact sur un long terme, puisqu'on va nourrir le sol aussi. Peut-être que en fait, la plante à l'année, elle va se développer de la même manière que si on n'avait pas fait d'analyse de sève et donc les apports de nutriments qui vont derrière. L'analyse de sève seule ne suffit pas. Euh, Par contre, elle va alimenter le sol et du coup, on va avoir des répercussions positives en fait par la suite. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ces différentes analyses et qu'on va faire des apports par rapport à ces analyses, c'est quoi les points d'attention pour pas se rater, pour pas surréagir, pour pas... Alors, oui, faire, en fait, donc faire les apports des nutriments en bonnes conditions, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. On a quelques points, quelques points d'intention, mais c'est quand même encore, moi je pense, quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. Il va falloir faire attention à l'eau utilisée. Ça va être comme un apport de produits phyto ou de d'autres fertilisants qu'on a l'habitude d'apporter. Attention à l'eau utilisée, apporter en bonnes conditions. Quand il y a de l'humidité dans l'air, c'est quand même mieux pour que ce soit bien absorbé. Il faut optimiser au maximum pour qu'on ait une bonne absorption. Il faut faire attention au pH de l'eau pour qu'en fait les nutriments soient après disponibles, assimilables par la plante. Les nutriments qu'on va utiliser, on va au maximum favoriser l'achat de produits purs pour qu'on puisse vraiment maîtriser les éléments apportés. Ça ne me sert à rien de recréer un excès derrière si j'apporte un élément dont la plante, au final, elle n'a pas du tout besoin. Et ce qu'on va essayer, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours plus économique, mais normalement c'est plus efficace, c'est de trouver des nutriments qui sont sous forme chélatée. Ou sinon apporter une source de carbone pour tout simplement pour que la plante puisse l'absorber et l'utiliser plus facilement. On a encore une question de Pierre. Qu'est-ce que toi tu penses de faire des analyses de sève de couvert? Est-ce qu'il y a des systèmes dans lesquels ça peut être intéressant? Nous, on le fait. Ouais. Chez nous, on le fait tout simplement parce qu'on dans la globalité de notre système, hein, il faut pas oublier, dans la globalité de notre système, on porte une réelle importance au couvert végétal. Quitte à mettre quelque chose en place dans l'agriculture de conservation du sol, le plus important, c'est les couverts végétaux. C'est vraiment, on le voit les années où les couverts végétaux, ils se développent pas parce qu'il fait trop sec. On a beau mettre en place ce qu'on veut, si la météo veut pas, s'il fait trop sec, le couvert ne va pas se développer. On a un impact direct sur la culture suivante et les cultures d'après. Donc, comme on met une réelle importance sur les couverts végétaux, on fait aussi des analyses de sève sur le couvert végétal. Alors, on va pas faire sur l'ensemble du couvert parce que si on met 12 espèces, 12 analyses de sève, bon, ça peut vite être conséquent. On va, par exemple, choisir une légumineuse, une céréale et regarder un peu ce qui se passe. Et ensuite, apporter ce qu'il faut ou pas en fonction. Ou en tout cas, déjà, ça va nous donner une indication sur ce que la plante ou la culture qui suit pourrait avoir comme carence ou comme excès. Donc Mais oui, ouais. ça fait une sorte d'éclaireur. Oui, analyse de sève sur couvert, c'est intéressant. Eh ben, on n'a pas plus de questions. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir regardé ce webinaire. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, de nous avoir fait cette présentation. Merci à Et vous. puis, où est-ce qu'ils peuvent, du coup, ils peuvent te retrouver à mtgassler@gassler.fr. Je vais le Exactement. mettre dans le chat rapidement. Euh, hop. Et ensuite, sur Facebook, sur LinkedIn, si besoin, on nous retrouve également. Ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez échanger sur le sujet ou si vous avez des questions. Ça n'engage à rien. La discussion est toujours intéressante et importante, je pense, d'échanger pour avoir des points de vue différents.
Très bien. Et ben, merci à tous, merci Marie-Thérèse, et puis Merci. je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.